I've seen a lot of stories about gambling in tennis, but j'ai entendu des histoires de paris sportifs en tennis. Je dois vous dire que personne ne m'a jamais rien dit, ni jamais approché. Je n'ai vraiment plus rien à ajouter sur le sujet. Et même s'il y a eu des histoires comme quoi j'aurais été approché à Saint-Pétersbourg, tout ça c'était des histoires inventées. C'était pas vrai alors? Non. Pour protéger l'image du tennis, l'association des joueurs professionnels surveille de près chacune de ses stars. Elle a repris la communication en main. Il faut à tout prix éviter les dérapages. L'association nous refuse tout entretien en tête-à-tête avec l'un de ses joueurs sur le sujet des paris. Seuls les journalistes spécialisés s'en inquiètent. Dans le monde dans lequel on vit en ce moment, on appelle souvent communication ce qui est de la propagande. Tous les organismes, quels qu'ils soient, sportifs ou autres, font de la propagande pour leur compte. En ce moment, l'ATP essaie d'établir sa propagande comme la WTA le fait, comme les autres fédérations dans tous les sports le font. C'est leur boulot. Nous essayons d'en savoir plus, mais à la sortie du cours, les joueurs refusent de parler. Non, vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est pas possible. Difficile d'enquêter à Madrid. On n'aime pas voir traîner une caméra dans les coulisses, on la préfère plutôt sur le court. Vous devez demander une autorisation à l'organisation pour entrer. Nous parvenons tout de même à nous rendre dans le lieu le plus secret du tournoi, le Players Lounge. C'est un espace réservé aux joueurs et à leurs proches. À l'intérieur, salon, billard, console de jeu, restaurant, home cinéma. Mais le coin des ordinateurs reste le plus prisé. Ici, personne ne parle des paris. Peur des représailles, peur des sanctions, aucun d'eux n'accepte d'interview sur le sujet. Pourtant, dans un coin discret, à l'abri des regards, un joueur va nous faire des confidences étonnantes. Je ne pense pas que Davydenko soit impliqué. Il n'est pas si stupide quand même. Rien ne va se passer. Il va recevoir un avertissement, ils vont laisser l'affaire s'estomper. Même s'ils le punissent, ça va faire trop de bruit, ça va salir l'image du sport de savoir que cette superstar était impliquée dans une affaire. L'ATP va bientôt ressembler à la Ligue de catch. Elle continuera à faire de l'argent, mais personne ne sera plus intéressé par le résultat. Je n'aime pas parler de ce sujet, car si je dis quelque chose de mal, cela se retournera contre moi et donnera l'impression que je suis impliqué. Il ne faut pas se leurrer, Il y a un tas d'autres sports où ça se passe. Vous savez, il y a des mafieux aux États-Unis et partout ailleurs qui ont une emprise sur les matchs. Mais la vitrine de luxe des grands tournois comme Madrid ne reflète pas complètement la réalité du tennis professionnel. Les petits joueurs commencent très modestement, un terreau favorable aux corrupteurs. Direction Aix-la-Chapelle en Allemagne pour un tournoi de tennis de 2e catégorie. Ici, les joueurs n'hésitent pas à parler de la corruption. À l'affiche, un Ukrainien, Sergueï Stakhovski. À 21 ans, il est dans les 200 meilleurs joueurs du monde. Mais il ne peut pas participer au grand tournoi. Dès qu'il arrive, Sergueï a le même réflexe que les autres joueurs. Il installe son ordinateur portable. C'est son plus fidèle compagnon. Certains surfent, d'autres téléphonent, écoutent de la musique et d'autres encore jouent même à des jeux d'argent sur le net. Les matchs truqués, Sergueï sait de quoi il s'agit. 20 000 €, c'est ce qu'on lui a proposé un jour pour qu'il perde un match. Pour la première fois, un joueur de l'Est va lever le voile sur les paris et la corruption. Vous avez déjà été approché pour perdre un match? Oui, plusieurs fois. Je l'ai été dans des petits tournois. Et il y a longtemps?
Attendez, l'année dernière et l'année d'avant. Au total, 3 fois. Ça se passe comme ça. Ils vous appellent, ils ont votre numéro on ne sait pas comment, et puis ils vous proposent de l'argent pour perdre votre match. La corruption est encore plus répandue dans les petits tournois que dans les grands. Car ici, n'importe qui peut approcher un joueur. C'est même un jeu d'enfant. Pour le vérifier, nous tentons de pénétrer directement dans les vestiaires. Personne ne nous arrête. En restant près du kiné, facile de savoir qui est en forme et qui ne l'est pas. Facile de discuter avec le joueur ou le soigneur. Les tennismen présents ici sont tous professionnels et d'un très haut niveau, de la 80e à la 450e place mondiale. Leur visage comme leur nom vous sont pourtant totalement inconnus. Tous les joueurs sont logés à leurs frais dans le même hôtel et juste à côté, l'un d'eux accompagne son entraîneur. La scène est surréaliste et ils vont à la laverie du coin, nettoyer shorts et chaussettes avant le début du tournoi. Ces joueurs sont des smicards du tennis et c'est une aubaine pour les corrupteurs qui profitent de leur précarité. Pas facile de leur résister. C'est très dur si vous jouez ces petits tournois et que vous êtes classé 250e mondial. Vous gagnez quoi? 45 à 50 000 $ par an? Moins les impôts, il vous reste 30 000 $. Vous devez encore voyager, payer votre entraîneur, votre hébergement. En gros, il vous reste 0. Alors quand quelqu'un vient vous proposer 15 à 20 000 € juste pour que vous balanciez votre match, vous vous dites, bon, ce n'est qu'un seul match sur ma saison après tout. Et avec ça, je peux payer la saison suivante. Je comprends tout à fait ceux qui ont fait ça. À Aix-la-Chapelle, après être sorti des qualifications, Sergueï va perdre au deuxième tour. En 5 jours de tournoi, il aura empoché au total 591 € bruts. Il y a beaucoup d'argent dans le tennis, mais ils sont peu à en profiter. Alors comment les joueurs réagissent-ils quand ils sont approchés? Certains tennismen se révoltent et veulent alerter leur fédération sur les menaces qu'ils subissent. Mais ils ont du mal à se faire entendre. C'est la mésaventure que vit Gilles Elsner, un ancien joueur belge du top 100. Très bien. Il est encore l'un des rares artisans du tennis. Il s'entraîne toujours à Bruxelles, dans le petit club familial, avec son père. Ici, l'argent n'a rien changé aux habitudes. Ça va venir. Les méthodes d'entraînement paraissent un peu désuètes, mais elles ont fait leurs preuves. Gilles Elsner s'est gravement blessé à la cheville en 2006. Depuis, il travaille dur pour retrouver son niveau. Aujourd'hui, il confirme que la corruption ne concerne pas que les petits tournois. Moi, j'étais approché à Wimbledon en 2005 pour perdre au premier tour contre Stracce. Ils m'ont proposé 100 000 €, donc 50 000 € avant le match et 50 000 € après le match. La seule chose que je devais faire, c'est terminer le match. Donc, je ne pouvais pas abandonner. Cette personne-là, elle est revenue le lendemain. Elle était de nouveau prête à l'attaque pour dire, écoute, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? On aimerait bien avoir la réponse. Donc là, j'ai pris un petit peu peur parce que bon, c'est quand même, on se pense en sécurité et finalement, tout le monde peut nous parler et tout ça. Donc après, c'était pas pour rigoler, c'est vraiment, c'est du concret. Si un joueur subit une tentative de corruption dans les vestiaires d'un tournoi comme Wimbledon, où la menace peut-elle s'arrêter? La réponse se trouve à Londres, au siège de l'ATP, la toute-puissante organisation du tennis mondial. Comment son président gère-t-il ce fléau? Pour lui, il est urgent d'attendre. Vous ne cessez de répéter qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il y a une menace. Quand un incident a lieu, nous l'examinons avec la plus grande attention et nous apportons la meilleure réponse le plus vite possible. Nous devons continuer à éduquer les joueurs, leur dire à quel point il est important d'adopter un code de conduite irréprochable. Et c'est le cas pour la plupart. Ces joueurs ne se sont pas entraînés pendant des années à raison de 6 ou 7 heures par jour pour balancer leur match. Le patron du tennis mondial ne veut pas trop qu'on médiatise les tentatives de corruption. Et malheur à ceux qui crient au loup.
Loin d'être soutenu, Gilles Elsner va se retrouver dans une pénible situation. De victime, il devient un gêneur pour l'ATP. J'ai essayé de parler plusieurs fois à l'ATP par la personne, par le joueur qui est désigné pour parler avec l'ATP. Ils nous ont jamais écoutés parce qu'on n'est pas important. Et je suis triste de le dire, mais c'est que par les médias, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est juste pour bouger les choses. Et là, ils prennent un peu peur parce que qu'est-ce qui se passe? Et là, la seule chose qu'ils essaient de me faire, c'est de mettre des sanctions, de faire payer des amendes. Et ils essaient de me faire peur, mais ça va pas m'arrêter parce que moi, je me bats pas pour moi-même, je bats surtout pour la génération qui va venir. Gilles Elsner réussira à s'entretenir avec le président de l'ATP. Mais le rendez-vous s'est mal passé. Entre deux trains, nous essayons d'en savoir plus. En vain. Ils m'ont fait comprendre que je devais plus parler, donc je vais respecter leur demande et donc je vais arrêter de parler, voilà. Donc ça s'arrêtera comme ça et voilà. Non, on va rester comme ça. Gilles Elsner est bien mal récompensé de son intégrité. Il n'a jamais cédé à la corruption. Il descend, l'appel de balle de Peters, il n'y a pas de hors-jeu, il est face à Van der Straten, Bob Peters en dessous du gardien. Alors pourquoi d'autres ont-ils franchi la ligne jaune? Le centre de Peters, le contrôle des... Retour dans le football belge. C'est sur le montant, et bien décidément... Après la Louvière, une autre équipe de première division se retrouve dans le collimateur de la justice. C'est celle du Liers, dans la banlieue d'Anvers. Toute l'équipe est soupçonnée d'avoir été achetée, mais pour l'instant, seuls 2 joueurs ont avoué. Le président les a licenciés. Aujourd'hui, les petits pions ont été punis, les joueurs, des gens qui sont faciles à manipuler et qui ont été facilement abusés. Je suis convaincu que les stratèges, les vrais coupables dans ce dossier, seront très vite identifiés et aussi punis. L'un de ces pions n'est autre que le capitaine de l'équipe, Laurent Fassotte. Au début de l'enquête, il nie tout en bloc. Entendu hier au parquet de Bruxelles, Laurent Fassotte est l'un des joueurs, vous l'avez compris, licencié par le Liers. Sous le choc, le joueur a accepté de nous livrer son sentiment. J'étais fort surpris parce que mon nom surtout soit associé à ça. Ce que je veux dire, c'est que je conteste absolument ce qui a été dit à mon égard, que je n'ai jamais perçu le moindre euro en ce qui concerne les matchs truqués. Et là, il donne le ballon à Fassotte, qui doit marquer, voilà. Quelques jours plus tard, coup de théâtre. Fassotte revient sur ses déclarations. Les enquêteurs sont médusés. Même le capitaine du Liers, un des joueurs les plus respectés, est corrompu. Procès verbal de Laurent Fassotte, 23 février 2006. Je tiens à vous donner toute la vérité. Je tiens d'abord à dire que j'ai été le premier à être en aveu d'avoir participé au trucage de matchs. Aujourd'hui, avec le recul nécessaire et vu le déballage médiatique, je tiens à vous faire une déclaration complète. Monsieur nous a remis une enveloppe à chacun. Je pense qu'il y avait 5 000 euros. 5 000 euros, un mois de salaire pour un joueur belge. Alors pourquoi Laurent Fassotte a-t-il cherché à jouer sa carrière pour une telle somme? Il a payé cher sa corruption. Il a dû quitter la Belgique. Nous sommes partis à sa recherche. Et nous l'avons retrouvé à Chypre, où il a refait sa vie. Bonjour, toi. Ouais. Le personnage clé qui l'a convaincu de tricher aurait été le fameux homme d'affaires chinois, Zhe Yunye, actuellement en fuite, qui est au cœur du scandale. Il faisait croire qu'il voulait racheter le club alors en quasi-faillite. Il y a eu cette personne qui est arrivée et tout le monde a vraiment cru que c'était le sauveur, qu'on allait pouvoir... il avait d'énormes ambitions. Au niveau sportif, il voyait les choses en très grand. Tous les joueurs concernés l'avaient rencontré pour signer un nouveau contrat. Il avait rencontré la direction. Il avait signé un contrat pour les 3 prochaines années. Et pour le rachat du club, ça coûtait une histoire de 7-8 millions d'euros. Et le Chinois, un jour, nous a dit, voilà, c'est trop. Moi, je ne peux pas mettre tout cet argent-là. J'ai une enveloppe de 5 millions d'euros pour reprendre le club. Mais seulement, vous avez une trop bonne équipe. Donc, il nous a demandé tout simplement de baisser un peu... de redescendre au classement, de ne plus faire de spectacle, de montrer que l'équipe était vraiment sans âme. Car en réalité, l'objectif de l'homme d'affaires était de faire perdre l'équipe pour parier sur sa défaite. Il était alors presque sûr de gagner à tous les coups et d'empocher de très gros gains.
c'est l'entraîneur qui nous donnait les consignes, qui remettait les enveloppes. Mais comme généralement on faisait pas le travail que le Chinois demandait, donc l'enveloppe, on la rendait le lundi après le match. Naïveté ou envie de s'en sortir, près de la moitié de l'équipe a accepté cette corruption. Les joueurs sont désormais piégés, les exigences augmentent, la machine s'emballe.